Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle, Cécile et Raphaël. est-ce que tu dis des gros mots? Ça m'arrive pour tout. Si j'oublie un verre dans la cuisine et que je me suis installé dans le salon, le premier réflexe que je vais avoir, c'est: «Oh putain!» Si j'ai oublié de mettre les affaires dans la vaisselle et qu'on me le rappelle, par exemple, pareil, le premier réflexe, c'est: «Oh putain!» Quand je travaille, quand il y a quelque chose qui correspond pas à ce que j'aurais souhaité, souvent, le premier mot qui me vient en tête, c'est: «Oh putain!» Et donc malheureusement, le mot putain revient assez souvent dans mon vocabulaire, mais j'essaye, de limiter, la chose le plus possible. Est-ce que tu dis des gros mots? Oui. Qu'est-ce que tu dis comme gros mots? Connard. Et tu dis ça à qui? Mon frère, quand il m'embête. Qu'est-ce que tu dis comme gros mots? Bon sang de bois, saloperie de tas de tôle. Parfois, je dis 1000 milliards de mille sabords. Après, il y a des gros mots qui sont un peu moins répétables. À écouter tous ces jurons, recueillis pour vous lors d'une fête de famille, on a l'impression que les Français sont un peuple de malpolis. Les gros mots ne suffisent pas à définir l'impolitesse, mais on reproche aussi parfois aux Français de ne pas être très sympathiques. En janvier 2024, une touriste américaine en voyage à Lyon fait le buzz sur TikTok en se plaignant de l'indifférence des Français et de leur manque d'hospitalité. Pourtant, la politesse semble être au cœur de la culture française depuis bien longtemps. Dès le XVIIe siècle, de nombreux codes sont inventés à la cour de Louis XIV pour fluidifier les relations entre les nobles. L'idée que la politesse et le savoir-vivre sont importants se diffuse rapidement dans toutes les couches de la société française, si bien qu'à la fin du XIXe siècle, l'un des best-sellers est un manuel sur ce thème intitulé « Usage du monde, règles du savoir-vivre dans la société moderne ». Aujourd'hui encore, des chaînes YouTube françaises sont dédiées au sujet. Alors, les Français sont-ils vraiment malpolis? C'est la question du jour dans French Baratin. Commençons par le quiz. D'après vous, quel est le pourcentage de Français qui considèrent que le savoir-vivre et la politesse sont indispensables? Cécile, une idée? Peut-être 80%. Ah, t'es pas loin. Sibylle? J'aurais dit 75. C'est un tout petit peu plus que ce qu'a dit Cécile. Ce sont 85% qui trouvent que c'est vraiment une qualité indispensable à transmettre aux jeunes générations. Et ça, c'est d'après un sondage qui date de 2019. D'après ce même sondage, 68% des Français jugent que la société prête moins attention justement à la politesse. Donc voilà, on a dans la perception des Français une baisse de la politesse et en même temps une envie de ce que la politesse revienne au centre des relations. Alors, quelque chose de plus lié justement au savoir-vivre et aux bonnes manières en France. D'après vous, quel est le seul plat dont on évite de se resservir? Sibylle, une idée? Alors, je ne sais pas très bien pourquoi, mais je dirais le fromage. Eh bien, la raison pour laquelle c'est effectivement le fromage qui est le seul plat dont il ne faut pas se resservir, c'est parce que c'est le seul plat qui n'a pas été préparé par l'hôte. Mais oui, bien sûr. Et ce serait donc signifier que ce qu'a préparé l'autre, c'était pas assez bon pour être rassasiant ou qu'on n'y en a pas fait suffisamment, etc., etc. Donc voilà, ne pas se resservir de fromage. Et troisièmement, c'est plus sur un peu les différences culturelles. Quelle est la boisson avec laquelle il ne faut pas trinquer en Hongrie? Cécile? Aucune idée. La bière, apparemment. Parce que, et ça date du 19e siècle, du printemps des peuples, en 1848, quand donc, il y a eu une révolte des Hongrois contre les Autrichiens. Les Autrichiens ont sévèrement réprimé cette révolte et auraient célébré donc leur victoire en trinquant avec de la bière. Et depuis, on ne trinque plus avec de la bière en Hongrie. Je trouvais ça assez drôle. C'est important de le savoir. Et important de le savoir, absolument. Ouais, c'est clair. Ok, très bien. Eh bien, je propose qu'on passe maintenant à nos petites expériences respectives. Est-ce que la politesse est importante pour vous? On va commencer par Cécile. Alors oui, la politesse est très importante pour moi.
Mais je ne sais pas si c'est antinomique, mais je parle de la politesse sincère, pas celle qui est automatique. Quand on demande à quelqu'un si ça va, mais qu'on ne regarde pas la personne et qu'on n'écoute pas la réponse, pour moi, c'est de la fausse politesse. C'est un peu de la même façon quand on écrit un mail et dans notre signature automatique, il y a un cordialement. Pour moi, ça, c'est pas vraiment de la politesse. Parce que justement, la politesse, c'est prendre le temps pour l'autre, c'est faire attention à lui. Et en prenant ce temps, on lui dit d'une certaine manière, je te vois, tu es important. Par contre, par texto, par exemple, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait à peu près quand une conversation commence, mais on sait pas quand elle se termine. Et je trouve que du coup, c'est plus difficile de mettre les formes d'une certaine manière. Et ça m'arrive régulièrement d'utiliser aussi ce moyen de communication pour poser des questions assez précises et assez rapides. Et du coup, ça m'arrive dans ces moments-là de faire un petit peu moins attention à la politesse, mais je pense que c'est lié à son côté aussi asynchrone. Et sinon, tout à l'heure, tu parlais justement des jurons dans l'introduction. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à en dire quand je suis partie en Angleterre à mes 20 ans. Parce que j'ai pris l'habitude d'en dire en anglais alors que j'en disais pas en français. Et du coup, quand je suis revenue en France, en fait, j'ai commencé d'une certaine manière un peu à traduire ce que je disais en Angleterre. Et en fait, maintenant, j'en dis et j'en suis pas très fière. Et en fait, c'est devenu vraiment un automatisme. Alors, j'en dis pas énormément, mais j'en dis quand même. Et c'est vrai que c'est pas forcément très joli. Après, vraiment, la chose la plus importante pour moi dans la politesse, c'est vraiment d'être sincère. Après, est-ce qu'on utilise des mots un peu fleuris? C'est encore autre chose. Même si c'est toujours mieux de trouver une autre manière de le dire. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a une situation où tu as l'impression qu'on était mal poli avec toi ou que tu étais mal poli à cause d'un décalage culturel? J'ai pas vraiment de souvenir de ça. Les seules fois où ça a pu arriver, peut-être, c'est si un étranger commence à s'impatienter parce que j'ai pas compris quelque chose dans sa langue. Ça peut potentiellement créer des petites tensions. Après, il y a une expérience en Sicile. Alors, je sais pas si c'est de l'impolitesse parce qu'on pourrait justement dire que c'est un excès de zèle. Mais une fois à un Sicilien, j'ai parlé italien parce que je parle italien, pas comme une Italienne, mais quand même. Et cette personne m'a répondu en anglais. Et en fait, c'était certainement gentil, mais d'une certaine manière, j'ai trouvé que c'était un peu comme de la politesse automatique, mais comme s'il n'avait pas fait attention au fait que je lui réponde en italien. Et j'étais une touriste, donc il me répondait en anglais. Et du coup, ça m'a un peu... Je me suis dit, c'est quand même bizarre ce côté... là, on retrouve plus le côté mondialisé, mais j'avais trouvé ça pas très poli et un peu vexant. Il faut quand même l'avouer. Et au contraire, est-ce qu'il y a une situation où tu as été surpris par un surplus de politesse à cause d'un décalage culturel? Oui, c'est quand j'allais au Mexique, j'ai fait une correspondance pour la première fois aux États-Unis dans un aéroport américain et j'ai pris un café dans un bar dans l'aéroport et le serveur m'a demandé, comme tout Américain, je pense, comment j'allais. Chose qui est très très étrange en France puisque jamais les serveurs nous demandent comment on va. Et ça m'avait vraiment choquée, mais dans le bon sens. Je l'avais trouvé super sympa du coup, et ça m'avait, je m'étais dit, ils sont vraiment chouettes ces Américains. Mais et du coup, c'était vraiment le contraste avec ce dont on a l'habitude en France, qui m'avait marqué. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais poser des questions, un peu les mêmes questions à Sybille. Finalement, toi, quelle est ton expérience là-dessus? Déjà, est-ce que c'est important pour toi la politesse? Et pour moi, oui, la politesse est importante. Donc Cécile, tu parlais de la politesse sincère et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'accorde aussi un petit peu d'importance à la politesse qui n'est peut-être pas sincère, mais qui permet, comme on disait, de fluidifier les rapports sociaux et de montrer, même dans une forme très limitée, qu'a priori on se respecte. Voilà. Et donc pour moi, ça joue beaucoup avec le tutoiement et le vouvoiement,
qui, je sais, peuvent être des choses très compliquées pour les personnes qui apprennent le français. Mais moi, dans ma famille, en fait, on vous voit peut-être plus que dans d'autres familles. Par exemple, du côté de mon papa, je vous vois ma grand-mère, ce qui est très original pour les Français aujourd'hui. Donc ça, c'est pas important pour moi que les gens vous voient leurs grands-parents, pas du tout. Je trouve même aussi qu'il y a un petit décalage avec la modernité. Mais c'est pour dire que j'ai été élevée dans l'idée que vous voyez était une marque de respect. Et j'aime pas trop quand, par exemple, quand je fais des courses, on me tutoie. Parce que pour moi, j'y vois une forme d'infériorisation. Enfin, tout dépend de l'interlocuteur. Si c'est quelqu'un qui a mon âge, si c'est une jeune femme peut-être, je le prendrais peut-être moins mal. Mais quand c'est un homme plus âgé qui me tutoie, notamment dans une relation commerciale, je trouve ça un peu bizarre parce que moi, j'oserais jamais le tutoyer. Et donc, ça met en place une forme de domination. Enfin, je suis assez mal à l'aise avec ça, mais peut-être pour des mauvaises raisons et parce que je ne me mets pas à leur place dans leur manière d'utiliser ce tu et ce vous. Voilà. Mais donc pour moi, les codes de politesse permettent de mettre tout le monde à l'aise, mais c'est vraiment ma vision. Et est-ce qu'il y a une situation où tu as eu l'impression qu'on était mal poli avec toi ou que tu avais été mal poli à cause d'un décalage culturel ? Alors, moi, j'ai eu ces impressions-là en contact avec des Anglais, des Britanniques, donc. D'abord, j'ai été mal polie lorsque j'étais jeune parce que je n'avais pas bien rangé ma chaise sous la table. En fait, j'étais en échange dans une famille anglaise avec une amie et le soir, je pense, après le dîner, on est parti rapidement faire une activité et donc on n'a pas rangé nos chaises bien sous la table, ce qui se fait aussi en France. Mais disons que j'aurais pas pensé que c'était quelque chose de très mal poli. J'avais même pas relever le fait que j'avais fait ça. Et le lendemain matin, on a eu tout un discours pour nous dire que là, c'était vraiment très mal poli ce qu'on avait fait, que c'était rude et qu'il fallait vraiment faire attention à ranger sa chaise sous la table. Donc ça m'a marqué. Je me suis dit, oulala, j'ai été vraiment mal polie sans m'en rendre compte. Et en sens inverse, alors j'ai pas pris ça pour un manque de politesse parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière, donc j'étais déjà assez adulte pour me rendre compte que c'est une question de code culturel, mais j'ai travaillé avec des Anglais et j'étais assez surprise au début par le ton très direct des emails qu'ils s'envoyaient. Et par les mots qui étaient utilisés aussi. Par exemple, quand on me demandait de faire quelque chose, on me disait « thanks » à la fin des mails, alors qu'en français, si vous dites à quelqu'un « merci de faire ça », ça va être vu comme quelque chose d'un petit peu sec en fait. On dirait plutôt « pourriez-vous faire cela s'il vous plaît ?» Et à la fin du mail, on dirait au moins « bonne journée ». Et là, moi, je passais mon temps à dire Have a nice day, mais personne me disait la même chose. Donc après, j'ai arrêté de faire ça, voilà. Mais donc, on met beaucoup plus les formes même dans les emails quotidiens en France qu'en Angleterre, et ça a été une surprise. D'accord. Et est-ce que, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu une situation où tu as été surpris par un surplus de politesse à cause d'un décalage culturel ? Eh ben, moi aussi, j'ai trouvé les Américains, au contraire, très polis. Là aussi, dans le contexte du travail, il y a des choses qui étaient de la politesse et que moi, j'ai au début pris pour des compliments. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste de la politesse. Mais par exemple, à chaque fois que je rendais quelque chose, on me disait « Ah, awesome !» et tout. Et donc, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit « C'est mon travail, il est génial !» Et en fait, je pense que c'était quand même aussi une marque de politesse parce qu'on dit « awesome » assez facilement. Et donc, c'est pour être sympathique. Ça veut pas dire que tu as révolutionné le travail en faisant quelque chose de vraiment incroyable. D'accord. Mais j'ai apprécié. J'ai trouvé ça sympa. Il y a toujours le bénéfice du doute. Oui. Oui. Je peux continuer à croire que je suis vraiment awesome. C'est clair. Et toi, Raphaël ? Eh bien, moi, oui, la politesse est importante pour moi. Je dirais un peu comme Sybille. Alors, je suis en fait d'accord avec vous deux. Pour moi, l'aspect sincère est important. Et en même temps, je trouve aussi que l'aspect un peu superficiel compte aussi. Tout simplement le fait de dire bonjour, merci, au revoir quand on va dans un commerce, c'est pas quelque chose de sincère entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose qu'on dit potentiellement qu'on dit juste comme ça. On connaît pas la personne, donc on va dire bonjour, merci, au revoir, et voilà, c'est un signe de respect, et voilà. Mais après, quand c'est sur un niveau un peu plus approfondi finalement,
Je trouve que effectivement la sincérité devient importante, quoi. Peut-être une fois que c'est plusieurs fois qu'on va dans le même commerce, par exemple. C'est pas la première fois, on va dire, qu'on interagit avec le même commerçant et qui nous a identifié, qu'on l'a identifié. Là, il va peut-être y avoir plus de sincérité qui va s'insérer un peu dans ces formules de politesse. Voilà. Et comme tu disais, Sybille, cette question du vouvoiement est importante pour moi aussi. Moi aussi, je suis gêné si quelqu'un me tutoie alors que je le connais pas. C'est comme tu disais, hein, c'est aussi une question de rapport d'âge ou de contexte dans lequel on se situe. Mais même dans un contexte professionnel, ça peut dépendre complètement de qui est-ce qu'on a en face, quoi. Et est-ce qu'il y a une situation où tu as eu l'impression d'être mal poli avec d'autres personnes à cause d'un décalage culturel ou bien qu'on était mal poli avec toi? Alors paradoxalement, il y a eu une fois c'était pas qu'une impression, j'ai été mal poli à cause d'un décalage culturel. Ce qui est drôle, c'est que c'était un décalage avec mon propre pays. Non, c'était quand on avait vécu 1 an aux États-Unis avec Sybille. En rentrant à Noël, j'avais voulu m'acheter une polaire. J'étais allé chez Decathlon et il y avait une dame qui parlait avec un vendeur qui avait besoin de quelque chose. Et en fait, au lieu d'attendre en fait poliment qu'elle ait fini de parler avec ce vendeur, j'ai interrompu, quoi, et j'ai demandé, excusez-moi, où est-ce que je peux trouver ceci ou cela? Je sais plus quelle était la question, mais voilà, j'ai vraiment interrompu, je me suis inséré dans cette conversation, alors que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas du tout faire, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais je me suis demandé si c'était pas justement parce qu'aux États-Unis, les choses se font de manière beaucoup plus informelle comme ça. Enfin, je pense pas que ce soit très poli d'interrompre une conversation non plus, mais simplement, comme j'avais quand même observé qu'aux États-Unis, par exemple, dans un supermarché, si tu as une question à un vendeur, tu vas pas dire bonjour, excusez-moi. J'ai remarqué beaucoup que les gens ne le faisaient pas, simplement ils posaient la question où est-ce que je peux trouver un truc. Alors que nous, tu fais ça en France, on te regarde, genre, et bonjour, excuse-moi. Tu le dis, non? Ou tu sors d'où, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as trouvé que des personnes étaient particulièrement polies avec toi en lien avec leur culture? Eh bien là, j'allais rejoindre, je crois, c'est ce que tu as dit toi, Cécile, tout à l'heure. La première fois où effectivement je suis allé, alors pour le coup c'était au Royaume-Uni, en arrivant à l'aéroport, je passe le contrôle des passeports, quoi, des cartes d'identité, et le monsieur me dit Hi, how are you? Et j'étais surpris, et j'ai répondu Yeah, I'm fine, thank you, mais how are you aussi, tu vois, alors que c'est pas forcément ce qui se fait réellement, c'est juste un how are you un peu formel, voilà, qui n'appelle pas de réponse. C'est comme qui n'appelle pas de réponse, voilà. Tout comme nous, on dit bonjour de manière finalement pas forcément très sincère, quoi. On ne cherche pas à savoir sincèrement si la personne va bien. Il ne s'inquiétait pas de mon état de santé à ce moment-là, ce bon monsieur. Alors que nous, on est tout prêt à leur répondre oui, ça va. Hier, j'étais en vacances encore. C'est ça. Donc c'est pas mal parce qu'on peut déjà du coup faire la transition. Maintenant avec le débat, on a déjà un petit peu abordé les petites différences comme ça de culture qui peuvent peut-être faire que les étrangers perçoivent les Français comme étant mal polis. Donc on peut peut-être s'étendre un peu plus là-dessus. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les étrangers peuvent percevoir les Français comme mal polis? Sybille, est-ce que tu as envie de commencer Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. On a parlé des décalages culturels et je pense qu'il y a un fort décalage aussi entre la façon dont la France est parfois présentée dans certains films ou certains livres, peut-être justement avec tout cet héritage culturel hérité déjà de la cour de Louis XIV et du XVIIIe siècle où se développent en France les bonnes manières et en face la réalité, surtout si on arrive à Paris, donc là ça va rejoindre l'épisode évidemment Paris-Province, mais une réalité qui va être peut-être un petit peu moins agréable. Il y a aussi le fait que les Français souvent ne parlent pas bien anglais ou ne font pas l'effort, et donc déjà ça va peut-être nuire un petit peu à la communication, je pense.
Et donc, dans les différences culturelles qui peuvent faire qu'on ne se comprend pas, par exemple, il y a tout ce qui a un rapport au corps, notamment, je pense au fait de se moucher, donc faire sortir de notre nez ce que l'on a à faire sortir de notre nez. Eh bien, en France, il vaut mieux se moucher que renifler. Et il y a des pays comme la Turquie ou le Japon, d'après ce que j'ai lu, mais aussi d'après ce que j'ai observé, les États-Unis, où c'est gênant de se moucher en public et donc c'est vu comme mal poli certainement. Et il vaut mieux renifler. Mais nous, on supporte pas ça, en fait, les gens qui reniflent. Voilà. Donc peut-être que les étrangers, c'est vraiment un exemple bête, mais peut-être que les étrangers qui nous voient se moucher se disent qu'on est mal poli. C'est un exemple parmi plein d'autres possibles. Mais voilà, c'est les petits codes et notamment tout ce qui paraît un peu sale dans le rapport au corps, où on va pas avoir la même interprétation selon les cultures. Mais c'est marrant parce que j'ai pas cette impression particulière justement que les Français sont plus mal polis que d'autres. Quand on va par exemple dans un café en France, selon le café où on va et selon la personne à qui on s'adresse, on va avoir un accueil qui va être particulièrement différent. Il n'y a pas une politique de politesse extrême qui est véhiculée, et c'est chaque être humain qui va un petit peu être naturel dans ses relations avec l'autre, alors que potentiellement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, pour les exemples là que j'ai pu voir, il y a plus cette politique vraiment de la politesse où on se concentre beaucoup sur l'humain et à la forme qu'on va utiliser pour parler, alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on va être plus focalisé sur l'objectif ou la mission qu'on a à faire sans mettre forcément... J'avais eu un souvenir très très drôle entre la France et le Royaume-Uni, où je crois que j'avais pris l'avion, ça devait être au moment du Covid d'ailleurs, donc il y avait un petit peu de stress. En France, il y avait une femme il y avait un petit peu de désordre dans les queues, et elle avait été extrêmement froide pour dire à chacun de se mettre à sa place. Et il y avait eu la même scène au Royaume-Uni et la personne était adorable. Mais d'une certaine manière, il y avait ce même objectif commun, sauf que nous, on n'y mettait clairement pas la forme. Et c'est vrai que c'est pas du tout agréable. Mais j'ai quand même cette impression que ça dépend vraiment de la personne à qui on est confronté en France. Là, je pense à Strasbourg parce que je fréquente beaucoup de cafés. Et selon où je vais, il y a des personnes qui sont extrêmement sympas, d'autres pas très sympas, d'autres carrément antipathiques. Et du coup, je trouve ça étonnant d'arriver à faire des généralités finalement. Oui, c'est sûr que les généralisations, c'est toujours un petit peu délicat, mais je trouve vraiment aussi quand même que ça dépend des contextes, parce que justement, quand tu as dit ça au début, j'ai vraiment eu envie de dire que, pour moi, c'était un petit peu l'inverse, quoi, parce que justement, dans les pays peut-être plus anglo-saxons, je pense aussi à l'Allemagne, en fait, on a plus ce côté mission dans le sens, on va droit au but, il faut accomplir quelque chose, et on va pas forcément y mettre les formes, 15 000 formules de politesse, et on va être direct, très direct, alors qu'en France, on va peut-être plus un peu mettre les formes pour obtenir quelque chose. Bonjour, excusez-moi, machin. Justement, tu vois l'exemple que je donnais tout à l'heure, que tu vas dans un magasin, tu trouves pas quelque chose, tu as besoin de demander ça au vendeur. Voilà, ça va être bien enveloppé en France, peut-être un peu moins dans d'autres pays. Mais je pense qu'en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière les termes politesse. Parce que Cécile disait beaucoup antipathique ou sympathique. Et ça, c'est vrai que dans d'autres cultures, on est souvent beaucoup plus sympa dans le sourire, par exemple, qu'en France. Même si là aussi, il y a tout un ensemble de pays où on sourit beaucoup moins qu'en France. Donc la France est quand même souvent dans une position un peu centrale. Mais par contre, en France, on est très fort sur les formules, mais qui peuvent sonner creux. Et notamment, jusqu'à récemment, quand on envoyait même des emails en France, il fallait mettre... Chère Madame Machin, donc après vous faites votre email avec votre message et à la fin toute une formule de politesse. Alors maintenant on dit souvent juste cordialement ou bien cordialement parce que cordialement serait pas assez poli, mais dans le passé on pouvait dire des choses comme veuillez agréer l'expression respectueuse de mes sentiments distingués. J'en ai dit un peu trop là, je crois. On a rajouté un ou deux. Mais... Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués, en tout cas. De mes sentiments les meilleurs, ou un truc comme ça. De mes meilleurs, voilà. Donc, des trucs qui veulent rien dire, mais
on considère qu'il faut le mettre quand même. Et donc peut-être qu'en France, c'est plus dans les mots qui emballent ce qu'on dit, mais pas dans une attitude sympathique. On mettait ça dans les mails ? Non, au tout début quand même, ça dépend quel mail, mais si t'écris un email, je sais pas, pour faire une lettre de candidature quelque part, tu vas peut-être faire ça. Non, c'est vrai que dans les emails, c'est ça qui a aidé à faire plus simple. Disons plutôt dans les lettres. Ça s'est perdu avec les emails, je dirais, plutôt dans les courriers postaux. Mais j'ai vu quelques emails encore comme ça. Moi, j'en ai reçu quelques-uns. Mais justement, j'aurais dit peut-être pour les candidatures, mais ça s'arrêtait aux candidatures. Mais ok. Pardon. Non, mais t'as raison, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on est en train un peu de perdre ce côté extrêmement trop emballé, mais on finit au moins, même dans des emails un peu plus entre personnes qui se connaissent, on finit au moins par passe une bonne journée, même si on tutoie la personne. Enfin, on met une formule de politesse à la fin. C'est pas possible de finir son email sans mettre une formule, je pense, en France. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça dépend vraiment des personnes. Ouais. Avec les personnes avec qui j'interagis dans le milieu professionnel, il y a des gens qui vont mettre pas mal de formules de politesse et qui vont emballer leur mail, comme tu dis, dans un joli papier cadeau. Et j'en fais partie. Pour moi, c'est hyper important. Et il y a des gens... il y a même, tout à l'heure, tu disais le thanks en anglais. Il y avait même pas le merci forcément en français. Donc, parfois, le mail est même presque vu comme un texto où tu vas juste répondre du tac au tac. D'ailleurs, dans Gmail, on a la possibilité de répondre avec les réponses automatiques où il n'y a même pas du tout de formule. C'est juste, c'est noté. Et c'est assez drôle. Ouais, j'ai l'impression que c'est très... Enfin, oui, je me demande du coup si on arrive à faire des généralisations ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'on rencontre plusieurs... Alors là, on va revenir sur les types de personnalités. Oui, ou expérience ou éducation aussi. Oui, complètement. Oui. Mais du coup, ça m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'on a tous les trois eu justement des expériences un petit peu différentes avec même des Français, donc c'est drôle. Et je trouve intéressant ce que tu disais sur la différence potentielle entre politesse et sympathie ou antipathie, parce que tu parlais du sourire aussi, Sybille, et ça aussi c'est quelque chose de culturel. En France, on sourit même à des étrangers, quelqu'un qu'on ne connaît pas, un commerçant par exemple, je reviens encore toujours à cet exemple, potentiellement on n'est pas obligé, mais voilà, ça se fait. Et dans d'autres pays, ça se fait pas parce que c'est vu comme hypocrite. J'ai lu qu'apparemment c'est le cas en Russie. Donc tu vas dans un magasin en Russie, tu n'auras pas droit à un sourire. Et nous, on aura l'impression que juste il est super froid, le monsieur, alors que non, juste ça se fait pas. Donc, des choses qui pour nous, le sourire pour nous est quelque chose qui permet de montrer la sympathie, justement. Donc, on peut voir quelqu'un qui ne sourit pas comme pas sympa, et on peut le confondre avec un manque de politesse aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est là que la France est dans une position quand même assez centrale ou intermédiaire entre différents extrêmes, ce qui fait que peut-être, paradoxalement, personne nous comprend. Parce que, je veux dire, pour des Américains, on sourit pas assez, clairement. On est un peu fermé. Et pour des Russes, on sourit trop. On a un peu de tout, je pense. Et aussi, il peut y avoir des incompréhensions en sens inverse. Ça, je pense que c'est important de le dire pour nos auditeurs étrangers. Et je pense que dans les erreurs de code qu'ils pourraient faire, il y en a qui vont pas du tout poser problème parce qu'on va voir que c'est parce qu'ils sont étrangers et personne ne leur en voudra, et d'autres on va moins comprendre que c'est pour cette raison-là. Donc je pensais par exemple au fait que si vous vous trompez dans le tutoiement ou le vouvoiement, on verra bien que vous avez un accent, que vous parlez pas la langue, et à mon avis on va pas vous en vouloir. Mais sur d'autres choses comme par exemple utiliser d'emblée le prénom d'une personne dans un email, ce qui se fait aussi de plus en plus en France, mais normalement, dans un premier temps, on dit quand même plutôt Monsieur Dupont, par exemple, sans lui donner son prénom. Ça, déjà, il y aura peut-être une petite incompréhension si on ne pense pas au fait que dans le monde anglo-saxon, notamment, on utilise plus les prénoms. Et encore pire, entre guillemets, tout ce qui est langage corporel. Par exemple, le fait de garder une certaine distance entre les personnes quand on fait la queue. Là aussi, je pense que la France est dans une sorte de position intermédiaire, mais il faut quand même garder une certaine distance, alors que dans d'autres pays, on peut être plus proche quand on fait une queue. Et là, les gens vont peut-être pas penser que c'est à cause de votre culture. Donc,
Du coup, c'est vrai que ça peut créer des incompréhensions parce qu'après, le français, il réagit en n'étant pas sympa parce qu'il n'a pas compris que vous ne connaissiez pas ces codes. Et là, le français va être mal poli, quoi. C'est ce qui nous était arrivé, à Sybille et moi, quand on était en vacances à Rome et on voulait visiter le musée du Vatican et on faisait une queue assez interminable sur la place Saint-Pierre. Et il y avait derrière nous un petit groupe ou 3 personnes, 3 Chinois. Et ils nous collaient. Et ils nous collaient, ils étaient tout près de nous. On avait l'impression qu'ils voulaient nous pousser réellement, quoi, tellement ils étaient proches de nous. Et je n'ai appris que récemment qu'en fait, en Chine, l'espace, la sphère personnelle comme ça est beaucoup plus petite que chez nous. En fait, nous, c'est 1 mètre quasiment. Et chez eux, c'est plutôt 50 centimètres. Donc, eux, ça leur posait aucun problème d'être collés comme ça à nous dans une queue. Donc, voilà, ça, c'est effectivement des choses. Tout comme le fait, par exemple, de se toucher. Là, il y a un truc, par exemple, qui est assez drôle aussi entre les anglo-saxons et la France, les Français qui font la bise. Ouais. Ce que les anglo-saxons trouvent choquant parce que trop proche, trop intime, et inversement, nous, les Américains qui font plutôt des hugs, et pour nous, c'est trop proche, trop un contact, là encore, trop intime. La première fois que je suis arrivée en Angleterre, à mes 20 ans, il y avait un représentant de l'université qui était venu me chercher à la gare, et je lui avais fait la bise, puisque ça me semblait tout à fait logique. Sa tête, je me rappellerai toujours, il était choqué. Mais c'était tellement, et c'est vraiment là où on voit que c'est des coutumes juste, ça nous semble tellement normal des deux côtés. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est aussi c'est une rencontre entre des logiques qui sont différentes, mais qui sont toutes aussi logiques les unes, qui se valent en fait, plus ou moins. Oui, t'as raison, c'est des logiques différentes. Par exemple, pour la bise et le hug à l'américaine, ça dépend de où tu mets ta sphère publique et où tu mets ta sphère privée. Parce que pour nous, le visage, c'est plus public. Donc, tu peux faire un bisou sur les joues, mais on se fait pas vraiment des bisous sur les joues. On colle un peu notre joue, voilà. Alors que, par contre, le torse, c'est vraiment privé, en fait. Enfin, moi, ça me fait bizarre, effectivement, ou du moins, ça me faisait bizarre avant d'avoir un peu vécu aux États-Unis, qu'on me serre contre le torse de quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Voilà. On dirait que je suis pas guérie de mon dégoût. C'est drôle parce que maintenant que j'ai vécu au Royaume-Uni, je préfère vachement plus le hug. Ah ouais? Oui. Et maintenant, je fais beaucoup moins la bise parce que je préfère faire des câlins aux gens que faire des bisous. Parce que justement, c'est beaucoup plus intime au final. Et alors, je le fais avec les personnes du coup que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un geste effectivement que je trouve assez fort, le hug. Parce que justement, parce que du coup, le hug, avec la vision française, c'est quelque chose de proche. Donc, t'aimes bien le hug pour les gens qui sont proches de toi, en fait. Oui. D'accord. Oui, j'avais pas compris. Et les gens que tu connais pas très bien, tu préfères toujours leur faire la bise? Oui, alors s'il y a besoin. Sinon, je dis bonjour. Et tu gardes une distance de sécurité en mode Covid, quoi. Oui. Ça, non. Non, mais parce que je pense à ça, parce que je me demande si ça n'a pas eu un impact aussi, cette histoire de Covid sur justement notre manière de se dire bonjour finalement. En tout cas, c'est vrai que dans l'immédiat après le Covid, ça a eu un vrai impact en France. Je pense qu'on a clairement vu une diminution du nombre de bises et même de serrage de main, quoi. Alors je pense que maintenant ça revient. Timidement, mais ça revient. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que ma grand-mère me disait qu'elle avait utilisé l'excuse du Covid pour ne plus faire la bise parce qu'elle aimait pas ça. Et du coup, maintenant, elle avait un petit peu gardé cette habitude-là. Et effectivement, pour certains Français, la bise pouvait être un petit peu trop intime, même si ça fait partie de ce qu'on nous a toujours inculqué, mais ça reste effectivement de la sphère très proche au sens physique. Mais comme quoi, c'est bien des codes, parce que même si on appartient à cette culture, ça peut ne pas nous plaire, mais on est juste élevé là-dedans. D'ailleurs, on parle beaucoup même de consentement en France, où justement, par exemple à l'école maternelle, est-ce que
on doit dire bonjour au maître ou à la maîtresse en faisant un bisou, en disant juste bonjour. Et avant, potentiellement, on pouvait être obligé de faire un bisou. Et maintenant, de plus en plus, seul le bonjour est demandé parce qu'il y a une histoire de consentement, du rapprochement physique. Et c'est là où c'est la politesse le plus important et l'intention qu'on y met derrière, pas forcément le geste qu'on y associe. C'est drôle que ça change. Oui, les évolutions sont aussi tout un ensemble de choses à maîtriser pour bien s'adapter à la politesse en France si vous n'êtes pas français. Et puis, même pour nous, en fait, en tant que Français, il faut toujours essayer de comprendre où en est la personne en face de nous, je trouve. Et c'est pas facile, par exemple, avec cette histoire de prénom. Vraiment, dans le contexte du business, enfin dans le contexte du travail, je veux dire, les gens s'appellent de plus en plus par leur prénom, mais même des personnes avec qui on a échangé que quelques emails. Moi, j'appelle tous mes contacts professionnels, même ceux que je rencontre pour la première fois par mail, je les appelle par leur prénom. J'ai jamais dit monsieur dans un mail, je crois. Sauf vraiment, par exemple, un notaire. D'ailleurs, il faut que j'appelle maître, et ça me pose un vrai problème. Ça, c'est bizarre quand même. Mais c'est vraiment pour ce genre de contact, on va dire, où effectivement, il y a... En fait, pour moi, le monsieur, madame, il y a ce côté presque... une vraie distance, alors que dans un contact professionnel où il y a où c'est vraiment on travaille ensemble dans un but commun, même si ce ne sont pas des collègues. Dans ce cas-là, j'utilise toujours le prénom. Et c'est drôle, du coup, de voir que, quand je t'écoutais tout à l'heure, que tu faisais pas du tout de la même façon. En fait, je parlais surtout de si tu écris à des potentiels clients ou à des clients, où c'est pas un rapport horizontal, c'est pas tes collègues, c'est quelqu'un qui est ton client, ou peut-être dont tu es le client, mais surtout quelqu'un qui est ton client. En fait, moi, quand j'envoie des emails dans ce contexte-là, le premier email, en tout cas, je vais dire monsieur, mais après, souvent, ils m'appellent Sybille, et moi, je les appelle par leur prénom pour qu'il y ait ce rapport d'égalité, mais je me sens quand même un petit peu gênée. Enfin, j'ai peur qu'ils le prennent pour un manque de respect, sachant que eux sont souvent des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées, qui sont des hommes souvent aussi, et donc j'ai un petit peu peur qu'ils le prennent mal, que j'ose les appeler par leur prénom. Mais bon, en même temps, pour moi, il devrait pas y avoir de rapport de domination. Et donc, la politesse, si je reste plus polie que eux ne le sont, là, ça me gênerait d'avoir cette version-là de la politesse. Mais bon, ça fait un peu bizarre. J'ai vu plusieurs fois, en préparant l'épisode, sur des sites qui enseignent un peu les bonnes manières, l'idée qu'il faut attendre que la personne la plus âgée fasse le premier pas sur diverses choses. Donc... Ah oui, donc en fait, je fais bien d'attendre qu'ils m'appellent Sybille, et après, je peux les appeler Georges, par exemple. Bon, ça marche alors. Mais quand même, ça fait bizarre, parce qu'on n'est pas habitué en France à s'adresser à quelqu'un qu'on connaît très peu et qui est potentiellement dans une position un petit peu de supériorité par son prénom. Voilà. Mais je pense que ça, c'est un sujet intéressant, justement, le lien entre politesse et rapport de hiérarchie. Oui. Mais ça vient certainement aussi des États-Unis, avec tout l'esprit start-up, où justement, il n'y avait pas énormément de hiérarchie dans les entreprises, en tout cas, et que du coup, ça c'est arrivé jusqu'en France. Et moi, je sais que j'ai commencé à tutoyer quand on travaillait ensemble dans l'espace de coworking. On m'avait dit, tu tutoies tous les clients. Et du coup, j'avais pris l'habitude de tutoyer tous les clients. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y avait un Québécois qui m'avait dit « Ah, j'ai l'air jeune avec toi !» Parce que je lui avais dit « tu ». Et du coup, j'avais gardé cette habitude pendant très longtemps, en fait. Et maintenant, je peux m'adapter de temps en temps, d'ailleurs, où je vais dire « Enfin, j'arrive plus à mettre le « vous », mais avant, je mettais le « tu » tout le temps. Même au premier contact. C'est vrai que j'avais été surpris, moi, quand j'étais arrivé dans le dit espace de coworking et qu'on m'avait tutoyé directement d'emblée comme ça, sans que je connaisse les gens. Et à la fois, du coup, ça m'a fait une impression de d'où tu me tutoies. Et de l'autre côté, tiens, ça a l'air sympa, ici, les gens sont détendus, quoi. Je pense qu'il y a cette volonté de faire que les gens se sentent à la maison, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, il faut, dans ce cas-là,
peut-être le dire explicitement. Pour moi, c'est ça qui briserait toute gêne, en fait. Qu'on dise, bah écoute, ici on se tutoie. Et là, je trouvais ça génial, en fait. Mais faut que les mots soient posés, parce que si je suis dans une ambiguïté, où je ne sais pas si c'est juste moi qui me suis fait tutoyer parce que j'avais l'air jeune ou autre raison, là, je serais peut-être un peu gênée. Mais si on me dit, bah écoute, voilà, nous ici on se tutoie, là, je trouverais ça très sympa. Je ne peux pas m'empêcher de partager une anecdote à ce sujet où une fois mes parents étaient allés dans une maison d'hôtes et l'hôtesse avait demandé à mon papa si elle pouvait le tutoyer et que mon père lui avait répondu très gentiment non. Et ben c'est pas simple non plus, je trouve, de demander le consentement et de se prendre un refus. Parce que c'est pas très poli de refuser. C'est ça, c'est du coup dans quelle latitude tu as pour refuser, justement, si on te demande. Mais effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Sybille, au moins de prévenir, plus que de demander, juste d'informer ce qui se fait, ça peut fonctionner. Mais du coup, ça repose de nouveau un peu la question de où se situe la vraie politesse, en fait, parce que finalement, le vouvoiement ou le tutoiement peut paraître même aussi comme quelque chose d'assez superficiel, ou juste un code comme ça qu'on a instauré pour... et qui est un code en plus un peu hiérarchique. Donc, est-ce que la vraie politesse, c'est juste ça, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Je pense que c'est l'intention qu'on y met. Parce que j'ai l'impression, déjà, même en nous écoutant tous les trois, qu'on a des visions un tout petit peu différentes de ce que ça peut être. Moi, c'est vrai que je ne vois pas du tout le tutoiement comme un manque de politesse, par exemple. Et je ne suis absolument pas vexée si quelqu'un me tutoie sans crier gare. Mais du coup, j'ai besoin de sentir finalement le fait que la personne le dit avec bienveillance ou gentillesse ou sympathie. Ouais. Et d'ailleurs, sur Patreon, on s'est posé la question justement de si on devait vous voyer ou vous tutoyer, puisque on ne vous connaissait pas bien, mais en même temps, vous faites partie de notre communauté, la communauté French Baratin. Et du coup, c'était pas simple. Et je ne sais pas pour les abonnés de la première heure s'ils ont remarqué ou pas, mais au début on vous voyait et depuis la saison 2 on vous tutoie. Ouais, c'est ça. On s'était dit, je crois que je l'ai écrit explicitement, maintenant qu'on se connaît bien, on va se tutoyer. Donc, c'est vrai. Voilà, on l'a dit. Tu as suivi tes propres préceptes, tu as annoncé la couleur. Et parce que vous pouvez nous tutoyer, bien sûr aussi. Le but est justement que ce soit sur un pied d'égalité. Parce que oui, pour moi, la vraie politesse, c'est... peut-être ce qu'on pourrait appeler une politesse horizontale, avec une réciprocité. Donc on se traite les uns les autres de la même manière, et donc pas une politesse qui va donc justement masquer des rapports de domination. Ça, je sais que c'est un grand thème en philo, parce que j'ai écouté un épisode de podcast de philo qui parlait de la politesse, donc je vous épargne la liste de ce que pensent tous les auteurs, mais en tout cas il y avait cette idée que pour Rousseau par exemple, c'était en fait la politesse une sorte de vernis qu'on met sur des rapports de domination, et donc quelque chose de plutôt nocif, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Et donc ça me fait penser à l'exemple de la galanterie, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la galanterie. C'est l'idée que les hommes vont par exemple porter les valises des femmes, vont payer le restaurant, vont leur tirer leur chaise pour qu'elles s'assoient, donc vont faire tout un ensemble de gestes qui ressemblent à de la politesse, mais qui là traduisent vraiment un rapport de domination, parce qu'on ne peut pas le faire pour eux en fait. Et donc ça véhicule l'idée que nous les femmes, on ne serait pas très capables de faire des choses par nous-mêmes. On aurait besoin qu'on soit traités vraiment comme des petites choses fragiles avec qui il faut être bien gentil, parce que sinon on va se casser peut-être. Voilà. Donc ça typiquement c'est le genre de politesse fausse que je trouve très désagréable, parce qu'elle n'est que dans un sens. Mais si on pouvait porter un peu les valises des garçons, ça m'irait bien. Pour conclure, finalement, pour vous, qu'est-ce qui est important dans les relations humaines ? Et comment voyez-vous peut-être une évolution possible, Cécile ?
Alors, ce qui est important pour moi dans les relations humaines, du coup, oui, la politesse, mais la politesse qui dénote, qui démontre le respect, la bienveillance, la gentillesse, le fait de mettre à l'aise, la considération. C'est un petit peu aussi le fait que dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite, c'est de prendre le temps de dire bonjour, de dire merci, de dire au revoir, et de s'enquérir de la santé de quelqu'un ou juste du bien-être de quelqu'un. Ouais, pour moi, c'est vraiment important le fait de pas juste vivre dans notre bulle. On pourrait vivre dans notre bulle et ne pas faire attention au monde qui nous entoure. Et c'est très important. Et pour les auditeurs étrangers qui nous écoutent, c'est peut-être de ne pas juger le premier Français qui sera peut-être un tout petit peu mal poli. Peut-être prenez le temps de revenir pour voir si c'était juste un mauvais jour ou de ne pas hésiter peut-être à engager la conversation. On dit parfois que les Français sont un peu pudiques, donc n'hésitez pas à essayer de fendre un petit peu cette petite armure qu'on peut peut-être avoir parce qu'on est dans le feu de l'action, on est concentré sur nos missions. Donc voilà, il y a plein de Français très gentils, très sympas et très polis. Et il y en a d'autres aussi qui ne le sont pas, mais je pense que c'est ça tout l'art de l'être humain, c'est qu'on est tous différents et on passe tous par des bons et des moins bons moments. Voilà. Sibylle ? Moi, je pense aussi que ce qui est important, c'est le respect et la gentillesse et de mettre les autres à l'aise, surtout de leur montrer qu'on ne leur veut pas de mal et qu'au contraire, on veut être au moins neutre, mais plutôt sympathique avec eux. Et pour faire ça, je pense que le mieux, c'est de rendre donc les codes de politesse les plus explicites possibles, dire les choses clairement et quand on sent une petite gêne, traiter le sujet avec humour, je pense, si c'est possible. Et donc mettre les pieds dans le plat, comme on dit, c'est-à-dire dire clairement les choses. Par exemple... moi j'ai un peu froid aux pieds, donc si ça te dérange pas, je vais garder mes chaussures, mais si ça te dérange, tu me le dis clairement. Et voilà, et pas tourner autour du pot pendant trop longtemps. Et puis je pense que c'est important de rester simple. Et donc dans un podcast que j'ai écouté sur la politesse dans la science-fiction, il était aussi question de comment on pourrait être poli vis-à-vis d'extraterrestres, si un jour on rencontrait des extraterrestres. Et donc les intervenants se posaient la question et se disaient peut-être que si eux n'ont pas d'habits, il faudrait qu'on soit tout nus pour montrer qu'on n'est pas armé, mais s'ils ont des habits, il faut qu'on ait des habits aussi. Alors peut-être qu'on peut juste lever les bras en l'air pour montrer qu'on n'a pas d'armes. Voilà, et donc il y avait vraiment cette idée de ne pas être une menace et de le faire de la manière la plus simple possible, même si peut-être ça consistait à se mettre tout nu devant des extraterrestres. L'idée de montrer qu'on n'a pas des armes, je crois que c'est de là que vient le fait de se serrer la main pour se dire bonjour. C'était montrer qu'on n'était pas armé. Ah, c'est trop cool. Ouais. Et ça rejoint une citation que j'ai vue qui est attribuée à Freud, qui aurait dit que le premier homme a jeté une insulte plutôt qu'une pierre fut au fondement de la civilisation. Et donc l'idée finalement de partir, déjà de passer de l'agressivité par les choses qu'on se jette à la figure à la parole, et finalement après on invente la politesse pour surmonter ça de nouveau une fois de plus. Et c'est ça qui pour moi je pense est important, c'est que je pense que la politesse est un point de départ, finalement une manière d'aborder les choses, d'aborder les relations humaines, faire en sorte qu'elles se passent bien. Et au minimum, on a la politesse qui va faire que les choses vont à peu près bien se passer. Et au-delà de ça, il y a la sincérité, les rapports humains qui sont importants, qui peuvent venir s'ajouter à ça. Fondamentalement, ce qui est beaucoup plus important, c'est une sincérité, c'est un échange, c'est d'avoir accès à l'autre. Mais ça, c'est finalement un peu une deuxième étape. Alors après, ça c'est peut-être un point de vue très français, justement, ou même, je dirais même peut-être européen, parce que c'est un peu la même chose en Allemagne, de finalement de se révéler qu'une fois qu'on connaît un petit peu la personne et de pas tout de suite rentrer dans du small talk avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et pour conclure dans les formes, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi ou encore une bonne soirée, selon là où vous vous trouvez. Si toutefois vous voulez briser les codes et mettre fin à toutes ces politesses, on vous invite à rejoindre notre Patreon où vous découvrirez ce mois-ci un petit lexique du français malpoli. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.